Nous sommes donc à Apostrophe. Je suis Bernard Pivot. Bonjour Bernard. Et je reçois Emma. On m'avait reproché de pas parler assez d'écologie. Et donc j'ai passé mon week-end avec Emma. Je me suis régalé, quoi, parce que j'avais vu ton dessin un peu sur Internet, mais je connaissais pas ton univers. Enfin, t'as une manière tellement particulière de raconter la vie, les choses, et tellement abordable que d'une part on se dit tiens, je pourrais faire pareil, parce que bon, je dessine un peu moins bien que toi, et puis surtout t'as le talent des choses qui sont quand même très compliquées de les dire assez simplement, quoi. Et t'as un regard qui est un regard léger, profond, et très politique sur le monde et les choses, quoi. Et c'est non, c'est vrai. T'es pas d'accord ? Merci. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, donc je suis contente. Non, parce que moi, en fait, ton éditeur m'avait envoyé ce livre, donc on va vraiment parler de ça aujourd'hui. Mais avant, je voulais un peu parler de toi. Enfin, je vais te poser une question. D'ailleurs, j'ai découvert un mot j'en ai découvert plein des mots que je connaissais pas, mais celui-là, je l'ai noté. Oui, j'ai aussi appris. Tu vois, je culpabilisais en faisant pipi sous ma douche. Maintenant que je t'ai lu, je fais plus pipi. Parce que tu nous donnes plein de trucs comme ça. Et alors, il y a un mot, c'est le gaslighting, par exemple. C'est quoi le gaslighting ? Alors, en fait, à la base, c'est un terme qui est plutôt attribué aux manipulateurs, aux manipulatrices psychologiques. Ça consiste à faire perdre à quelqu'un ses repères un petit peu psychologiques pour penser que la personne, elle a toujours tort, qu'elle est toujours en train de se planter et progressivement l'amener à la folie. Donc ça peut être juste, comme dans Amélie Poulain, faire rétrécir ses chaussures petit à petit, déplacer ses objets, lui faire croire que c'est elle qui les perd. Donc à la base, on est vraiment sur un truc psychologique et moi j'ai réutilisé ce terme dans un contexte plus politique qui est la façon dont on a de toujours dire aux personnes qui sont victimes de violences sociales, c'est-à-dire qui sont précaires ou les femmes qui sont opprimées par le patriarcat, de leur faire croire que quand elles commencent à se défendre contre ces oppressions, qu'en fait c'est elles qui sont trop agressives et c'est elles qui sont en tort, voilà, qu'elles choisissent pas bien leurs moyens de lutte. Généralement, pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait une sorte de pervers narcissique en face, c'est un peu ça, non ? Oui, c'est ça, c'est en gros faire toujours croire à la personne qu'elle surréagit, qu'elle est, que c'est elle la fautive, que c'est elle qui est folle, entre guillemets, pour du coup lui faire perdre tous ses outils de défense. J'ai appris ça en te lisant, puis j'ai appris des tas d'autres choses. Alors j'ai reçu les 3 livres qui représentent, c'est un travail considérable quand même. Enfin ça c'est ta vie, ton œuvre, avant celui-là. Tout est résumé. Ouais, c'est en gros, c'est mes 3 dernières années de cheminement politique qui sont en dessin dans ces bouquins-là, quoi. Ouais, oui, mais tu traites de faits divers. Il y a un moment, tu parles d'Adama Traoré. Enfin, tu racontes cette histoire et c'est très touchant de lire ça. Tu parles aussi de ta maternité. Tu parles de tes copines, de ce qui leur arrive, de leur grossesse. D'ailleurs, ce qui fait le charme des livres, c'est qu'on passe souvent d'un univers à l'autre, mais qu'il y a une pensée qui se poursuit, quoi. Enfin, c'est ça qui est. Alors, comment ça t'est venu ? Enfin, quel est ton parcours ? Moi, j'ai grandi un peu dans la pensée dominante, quoi. C'est-à-dire que j'étais un peu de droite, j'étais un peu, pour moi, le patriarcat, c'était une histoire ancienne. Les femmes avaient les mêmes chances que les hommes en ce monde, etc. Et pour moi, tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans notre vie, c'était parce qu'on se débrouillait mal, en gros. Et que moi, si j'avais mon poste, donc j'étais ingénieure informaticienne à l'époque, je le suis toujours de façon en pointillée, on va dire. Et pour moi, donc, si j'étais ingénieure, c'est parce que j'avais fait les bons choix, que j'avais fait ce qu'il fallait et que du coup, les personnes qui s'en sortaient pas, c'était un peu de leur faute, quoi. Donc j'étais dans ce raisonnement-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée dans une entreprise où, malgré tous les efforts que je pouvais faire, je me suis retrouvée dans des situations très difficiles et où j'avais l'impression, en fait, de plus pouvoir avancer, de pas être compétente. Et je me suis rendu compte que c'était dû au fait que j'étais une femme dans une entreprise sexiste. Et du coup, je me suis dit, si moi, en tant que femme, malgré tous mes efforts, j'ai des bâtons dans les roues à cause de mon genre, ça doit être encore pire pour les femmes qui n'ont pas mes privilèges, c'est-à-dire qui n'ont pas des parents profs, qui sont pas blanches, qui habitent pas au centre-ville ou ce genre de trucs, quoi. Donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait tout un tas de systèmes d'oppression dans le monde qui compliquaient la vie d'ensemble de personnes en fonction de leurs origines, de leur genre, de leur bagage social et que du coup on pouvait faire tous les efforts du monde, on pouvait rien faire contre ça et que du coup il fallait agir sur la société pour agir sur notre liberté et pas l'inverse. Pardon.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es transformé, quoi. On peut dire ton âge ou c'est j'ai presque 40 ans, ouais, j'ai 38 ans. Bientôt 39. 50, on l'a dit. Non, je déconne. Non, oui. Donc, donc, tu as suivi des études. C'est quoi J'ai fait, donc au début je me suis un peu perdue, j'ai fait des études d'anglais et après j'ai fait des études d'informatique, assez techniques au début et puis j'ai rejoint une école d'ingénieur et j'ai commencé comme ingénieur en informatique à 25 ans. D'accord. Ouais. Et la révélation du dessin, ça t'est venu combien de temps après ? Alors j'ai toujours dessiné, mais vraiment pour mon plaisir et j'ai jamais voulu en faire un boulot justement parce que pour moi, boulot et plaisir, c'est des choses qui peuvent devenir difficiles à concilier. Parce qu'avec le boulot, il y a la contrainte, la nécessité de gagner de l'argent et tout ça. Donc je gardais toujours le dessin comme un truc à côté pour me faire plaisir. Et en fait pour moi, et d'ailleurs c'est ce que racontent beaucoup de personnes devenues militantes, c'est que c'est comme un voile qui se déchire, c'est-à-dire qu'on est un peu dans cette histoire qu'on nous raconte du self-made man ou woman en l'occurrence, de si on veut on peut. Et puis un jour on se rend compte que parfois on veut et qu'on peut pas. Et du coup on commence à voir comment la société fonctionne, comment tout ça se structure et nous prive finalement de liberté de choix. Et donc pour raconter ça, pour moi, pour arriver à être entendu, le dessin était un choix qui est vite arrivé à mon esprit. Quoi. Au départ, ça remonte à quand est-ce que tu crées le blog, ton blog ? Je l'ai créé en 2016. Ah, c'était si tard que ça ? Ouais. Ah, je pensais que c'était antérieur. Mais quand est-ce que tu commences à dessiner ? J'ai toujours dessiné. Mais tu montrais, c'était simplement dans ton entourage, tu dessinais des petits Mickey, des choses. Ouais, genre. Ou tu voulais faire une BD, enfin t'étais. Non, j'ai jamais voulu faire de projet à long terme. C'est vraiment toujours crayonner. Dès que j'ai un papier, un crayon sous la main, je me mets à dessiner. Parce que j'ai grandi dans une famille qui faisait ça, et voilà, ça fait partie de ma culture en fait. Et t'as des influences, il y a des dessinatrices ou des dessinateurs qui t'ont influencé ou Alors ça c'est très marrant parce que j'ai commencé, quand j'étais petite, je lisais des trucs comme Loisel ou comme Torgal, la quête de l'oiseau du temps, Torgal. Et en fait j'avais un dessin qui était imprégné d'un peu de cette culture sexiste, c'est-à-dire que je dessinais beaucoup de femmes, alors des femmes guerrières mais des femmes très sexy avec les tenues et tout. Et en fait mon dessin il a évolué en ça quand je me suis politisée. Alors ça c'est du dessin politique que je fais pour être efficace. C'est pas forcément ce que je dessine comme ça sur mon temps libre. J'ai pensé à Claire Bretcher, non ? Oui, alors je lisais Fluide glacial et tout ça à l'époque, mais je pense pas que mes influences viennent de là. Par contre, pour exprimer mes pensées sur les réseaux sociaux, je me suis beaucoup inspirée de l'univers des blogueurs et des blogueuses, notamment Boulet et Pénélope Bagieux et tout ça, pour comment faire passer quelque chose où on se sent tout de suite concerné en quelques petits traits de crayon. Et donc, tu démarres un blog, ça démarre timidement, enfin, je veux dire, comme tout blog. Et puis, qu'est-ce qui fait que ça explose et comment tu en arrives à inventer ces livres ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, quand j'ai monté mon blog, j'ai fait une page Facebook et il y avait que mes potes dessus, donc on était 10 quoi. Et j'ai commencé à mettre des histoires de ce qui m'indignait parce que j'arrivais pas trop à en parler. Moi, j'étais dans un milieu ingénieur, plutôt blanc, plutôt privilégié. Et donc quand je racontais ce qui se passait en manif, les violences policières, etc., eux, ils avaient pas trop envie d'entendre ce que j'avais à dire, quoi. En 2007, c'était toujours de droite ou t'avais déjà changé ? Moi, quand je dis que j'étais de droite PS, quoi, un peu, voilà, c'est de la droite molle, quoi, ou la gauche molle, comme on dit, quoi. T'as jamais franchi le... Non, j'ai jamais été macroniste ou quoi, mais non. Non, c'est pas une tare, hein, il y a des... Il y a des gens très bien qui... C'est pas une tare. Non, je déconne. Non, mais en fait, j'étais plutôt dans la logique il y a des inégalités, c'est normal, mais il faut être charitable avec les personnes qui n'ont pas de chance. Donc voilà, c'était plutôt ça. Et donc du coup... aujourd'hui, par exemple, t'es encarté, enfin t'es... Alors, je suis pas dans un parti, je suis proche du NPA avec qui je fais pas mal de choses parce que ça correspond à mes idées. Et puis en fait, j'ai pas mal de copains dedans qui m'apportent pas mal de soutien pour mon travail, donc qui me filent des sources, ils relisent ce que je fais quand j'ai des doutes, etc., quoi. Donc voilà, après, moi, je navigue dans l'extrême gauche. En gros, je vais un peu partout et j'essaye de porter, surtout de porter les idées de l'extrême gauche qui est déjà peu médiatisée. Mais ça transparaît un peu dans tes livres, mais en même temps, c'est pas du tout, c'est pas du tout des bouquins, je sais pas comment dire, c'est pas militant. Il y a une qualité humaine dans tout ça où il y a du raisonnement. Enfin, donc j'en viens à ce livre qui s'appelle Un autre regard sur le climat. Moi, je le conseille. D'abord, il est pas cher, il vaut 10 balles, 10,50 €. Et je le conseille
à Pascal Praud, comment elle s'appelle, l'autre, Elisabeth Lévy, non, et généralement à tous les gens qui n'ont pas envie de discuter, pour qui les climato-sceptiques sont des bêtes étranges qui comprennent rien à la vie et à la science. Il faut qu'ils lisent ça, parce que ce qui est très intéressant, c'est que tu remontes à l'origine, quoi, de tout ça. Et d'ailleurs, en repensant à ça, tu as vu cet extrait où Claire Novian se fait allumer. Ouais, alors je pense un peu la marque de fabrique de cette émission, de couper la parole aux gens et de les humilier, et particulièrement quand c'est des femmes. C'est pas la première fois que je vois une femme dans cette situation dans l'émission. Après, je suis pas sûre que la cible de ce livre soit vraiment les climato-négationnistes, mais plutôt voilà, les gens qui se soucient du climat, qui voudraient bien faire, mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Alors, page 77, tu donnes la clé du livre. Alors, je commence à la fin, puis après on va remonter au début, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Tu dis, le but de ce livret, c'est de mettre à disposition des informations et des pistes d'analyse qui peuvent aider à mener cette lutte dans la bonne direction, en identifiant les vraies causes, le système capitaliste qui nous a mis dans cette situation, et en définissant les bons objectifs, en finir avec cette logique marchande, irresponsable et inhumaine. C'est la clé du livre. Et t'en arrives doucement à ça, quoi. C'est-à-dire tu commences à nous raconter l'histoire de la machine à vapeur. Et tu parles de, comment s'appelle-t-il, Andreas Malm, c'est ça, hein. Et après, tu arrives à la machine à charbon. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et c'est ce qui fait ta marque de fabrique, c'est que c'est très documenté, quoi. J'ai l'impression que tu commences, on voit tes sources là, tu commences par lire tout un tas de trucs, de rapports. Et d'ailleurs, comment tu fais pour travailler? C'est-à-dire que tu lis tout ça pendant des jours, des mois et des mois, puis à un moment donné, tu as le déclic, tu commences à dessiner, ou ça se fait parallèlement, tu bricoles, tu colles, comment tu travailles? J'ai pas de façon très organisée de faire, mais en général, je commence à lire plein de sources. Donc là, c'est pour ça que, en général, j'ai mes camarades qui me disent tiens, ils me prêtent des livres et tout. Et je lis et je prends des photos à chaque fois que je vois un truc qui pourra me resservir, mais ce qui fait qu'à la fin, j'ai une montagne de photos, dont je sais pas trop forcément quoi faire. Et ce qui me manque toujours à ce moment-là, c'est l'angle. Comment présenter le truc de façon à ce que ce regard, moi, à chaque fois que je lis ces trucs, il y a encore le voile qui se déchire. Je vois quelque chose que je voyais pas avant. Comment montrer ça à une personne qui n'a pas peut-être 2 mois devant elle pour lire 10 bouquins sur le sujet et tout ça. Tu nous facilites la tâche puisque tu fais une synthèse, argumentée et intelligente de tout ça, et on te suit parce que tu inventes tes petits personnages, tu inventes un mode narratif qui t'est vraiment propre, quoi. Et donc raconte-nous un peu pourquoi tu démarres sur la machine à vapeur et t'enchaînes sur la... Toi, tu vois... L'origine du réchauffement climatique, tu le vois dans la fabrication de ces outils-là, dans ces années-là. Donc la machine à vapeur, c'est quand? C'est Ouais, c'est 1850, quoi, à peu près. Ouais. Alors, moi, je vois pas le début du réchauffement climatique. Pour moi, la cause n'est pas technologique, donc c'est pas la machine à vapeur. C'est une cause, ça aurait pu en être une autre. En fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que justement, toujours, il y a cette histoire, ce récit que tout le monde a dans la tête, qui est l'homme a péché par trop de technologie, trop de consommation, etc. L'homme en général. Et du coup, maintenant, il est puni et bientôt, il aura plus de planète sur laquelle vivre. Et du coup, la première partie, elle vise à déconstruire cette idée reçue en disant, en fait, c'est pas l'homme, parce que les humains lambda, ils ont fait que survivre dans la société que d'autres construisaient pour eux. Et donc, qui sont ces autres? C'est une poignée de capitalistes, donc de gros propriétaires, accompagnés par les gouvernements, qui ont pris toutes les décisions qui structurent notre société et qui, pour des raisons marchandes, en fait, et surtout pour créer un rapport de force qui soit à leur avantage contre les travailleurs, se sont tournés vers la machine à vapeur qui leur permettait de se placer dans des endroits où il y avait beaucoup de chômage et du coup, les gens se pliaient plus facilement aux conditions de travail difficiles. Donc du coup, le début du réchauffement, c'est pas l'homme qui a voulu consommer beaucoup, c'est des capitalistes qui ont fait des choix technologiques qui visaient pas à plus de confort ou quoi, mais qui visaient surtout à plus de profit. Mais tu nous racontes quand même le début de la machine à vapeur et ensuite du charbon. Et tu as ton petit personnage. D'ailleurs, j'essaie de le retrouver. C'est comment tu l'as inventé, ce personnage-là là, c'est quoi? C'est tous les logos? Ouais, j'ai pris des logos de gros pollueurs réputés et pour
pour moi, l'idée, c'est de prendre des logos et pas des humains pour bien montrer que c'est pas un problème de personne, mais un problème de système, en fait. Donc là, c'est le capitalisme, les capitalistes qui créent cette situation. Si on coupe la tête de monsieur machin, virtuellement parlant, bien sûr, voilà, et qu'on met quelqu'un d'autre à la place, il se passera la même chose, en fait, parce que c'est pas un problème de décision individuelle, c'est un problème de système. Là, tu as par exemple ce dialogue, là je tombe par hasard dessus, tu as comment on peut dire Le bonhomme total, moi je l'appelle. Tu l'appelles le bonhomme total? Oui, c'est vrai. Il dit « Mes finances sont un peu gênées par ce truc que tu appelles la SNCF ». Et qui lui répond d'ailleurs? Je vais m'en occuper, c'est qui lui? Ça, c'est Macron. Ah, c'est Macron. Ouais, Macron qui nous a bien démantelé la SNCF ces dernières années. Et il y a 2 semaines, j'ai voulu aller à Toulouse d'ailleurs, et le train était plus cher que l'avion. Donc à un moment, il ne faut pas demander aux gens de faire des bons choix et des petits jets si on ne crée pas les structures qui leur permettent de les faire intelligemment, quoi. Ouais. Et donc, à un moment, tu dessines, je crois que c'est après la machine le charbon, tu le dessines avec comment ça s'appelle, un sèche-cheveux, ouais. Et après avec une perceuse. C'est pour bien montrer l'agression. Et tu cites Pavan Sukhdev, là, qui est un économiste de l'ONU, et vraiment sa citation, elle dit tout. Ouais, c'est d'un cynisme absolu, quoi. Ouais. Et tu l'as retrouvé où, ça? Dans un rapport de l'ONU? Non, je ne l'ai pas retrouvé dans un rapport de l'ONU. Tu veux lire, dans le. Ouais, alors, que nous dit notre avis, M. Sukhdev? C'est que donc lui, il conseille des capitalistes sur leur choix d'investissement, quoi, et il dit le modèle actuel est arrivé au bout de ses limites, tant pour l'amélioration des conditions de vie qu'il est capable d'offrir aux plus pauvres que pour l'empreinte écologique que nous pouvons imposer à la planète. Donc là, en gros, il dit on sait que le capitalisme n'améliorera ni la vie des gens, ni la situation climatique. Et il conclut en me disant mais mes clients n'investissent qu'avec du profit et ça ne va pas changer. Donc, voilà, en fait, quelle que soit la situation climatique et humaine, ces gens, ils continueront à réfléchir financièrement. Donc on ne peut pas, pour moi, toute ma démonstration consiste à dire qu'on ne peut rien attendre d'eux. Et du coup, on peut commencer à se dire, mais en fait, elle est un peu complotiste, cette fille-là. Et donc, j'explique que le but des capitalistes, c'est pas de détruire la planète, en fait. C'est pas d'être méchant, c'est vraiment de faire du profit. Par contre, peu importe le coût humain et écologique. Et tu en arrives d'ailleurs à un moment à la conclusion qui est assez juste, c'est que tu dis, si on réfléchit aux énergies renouvelables, par exemple, en espérant qu'elles deviennent un jour rentables, on a tout faux, parce que c'est pas le but qu'elles deviennent rentables. Oui, non, le but c'est une rentabilité humaine, sociale, hein, et pas une rentabilité financière. Hein. Mais voilà, ils raisonneront jamais comme ça. Et on n'est pas encore à la fin du film, mais on se dit à la fin, c'est-à-dire que moi je fonctionne bien avec lui, puis à la fin, tu as ta conclusion. T'es plutôt, je dis pas que tu es défaitiste, mais tu dis le chemin va être long encore. Ouais. On est loin d'y arriver et c'est très compliqué ce qu'on est en train de vivre. Alors pour moi, quand on finit le livre, on est à peu près dans le même état psychologique que moi. C'est-à-dire, en fait, souvent les gens, c'est vrai, on est dans une société de la solution. Alors tu déprimes, tu fais du yoga, tu fais de la méditation, tu achètes un livre de développement personnel, voilà, tout devrait avoir une solution immédiate. Ben non, parce qu'en fait, tous les problèmes qu'on a individuellement, c'est le résultat de choix de société qui ont pris du temps à être construits et du coup qui vont prendre du temps à être déconstruits. Et du coup, maintenant, la solution, elle se construit ensemble. Donc, c'est vrai qu'après le livre, j'ai pas allé dans telle association, faites tel petit geste, etc. C'est pas du tout le propos du livre. Le propos du livre, c'est de donner à peu près des idées qui permettront de se fédérer pour construire ensemble quelque chose qui ira dans la bonne direction. Et alors, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est, il y a des personnages. Alors, je connaissais pas James Hansen. Et il est assez fascinant, lui. C'est un ancien patron de la NASA. Un chercheur, ouais. Et en fait, lui, il a été dans les premiers à lever l'alerte sur le réchauffement climatique. Et comme il était bien placé, écouté, il a fait pas mal de discours devant le Sénat pour dire donc le climat est en train de se dérégler et c'est lié à l'activité humaine de façon de plus en plus flagrante. Et puis 20 ans, 30 ans plus tard, il refait les mêmes discours en disant bon bah voilà, je vous avais prévenu il y a 20 ans et en fait, il n'y a rien qui s'est passé parce que c'est vrai, ce qu'il faut faire en fait, c'est abandonner des sources de profit tellement importantes que ça ne sera jamais fait par les gouvernements et les capitalistes. Donc du coup, il réalise ça et puis petit à petit, il s'éloigne de la NASA et puis commence à s'engager politiquement sur le terrain avec sa petite fille donc pour le climat. Et il va déposer plainte même pour quoi? Crime contre l'humanité ou c'est alors je ne sais plus le terme exact, mais contre le gouvernement américain. Ouais. D'ailleurs, les États-Unis, avec Trump,
on a vraiment le sentiment... Tu t'en parles pas tellement de Trump là-dedans. Je m'étais dit que tu aurais pu en faire un peu une tête de Trump, quoi. Ouais, alors j'essaie toujours de faire attention de ne pas trop viser des personnes parce qu'on est déjà tellement dans une culture où on essaye d'incarner les problèmes avec des noms et des visages. Je pense que ça dépolitise la situation. Il faut vraiment comprendre comment marche le système, comment marchent les structures et les rapports de force. Trump, tout le monde le déteste déjà. J'ai pas besoin de mettre son visage dessus. Je préfère mettre General Motors ou voilà, des marques, des logos pour... ouais. Mais par contre, tu dis que Trump, j'étais surpris de ne pas le voir plus dans le livre et tu l'épargnes un tout petit peu. Tu penses que c'est pas ça le problème. Moi, a priori, je pense que c'est quand même un des problèmes, quoi, puisque lui a eu des propos plus que climato-sceptiques, quoi. Et il enracine des gens un peu qui ne réfléchissent pas, qui ne connaissent pas les travaux du GIEC, etc., dans des croyances, quoi, qui sont complètement infondées, quoi. Si Trump n'avait pas été élu, ça se passerait quand même sans doute un peu mieux. Ouais, mais en fait, un peu mieux nous mène quand même à la catastrophe, du coup. Ouais, moi, je suis pas trop pour dire faut déjà faire ça parce que c'est déjà bien. En fait, là, on est quand même parti vers entre 3 et 5 degrés. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est pas du un peu, c'est pas du petit pas ou changer un homme politique. Moi, des fois, je vois des gens dire surtout, ils regardent la situation climatique et ils disent surtout voter. Ben non, moi, je pense pas que le système électoral, quel qu'il soit, nous sortira de là. Il faut vraiment reprendre confiance en notre pouvoir politique à nous en tant qu'individus. Mais alors, quand on te lit, et justement, tu as une manière assez lapidaire de parler de ça, je pense quand tu dessines Pénicaud, Emmanuel Vargon ou Édouard Philippe, mais on pourrait en citer d'autres, mais c'est vrai qu'ils sont emblématiques de ce gouvernement, qui font c'est la force des lobbies et de l'industrie sur la politique, quoi. C'est-à-dire que la politique est complètement inféodée par ces gens-là, quoi, qui passent d'une casquette à l'autre, et on comprend pourquoi on n'y arrive pas quand on voit cette sorte de pantouflage et de... Oui, il y a une consanguinité entre le milieu politique, le milieu gouvernemental, on va dire, parce que la politique, c'est heureusement plus large que le gouvernement, et le milieu capitaliste. Et de toute façon, voilà, les gens qui accèdent au gouvernement servent le capitalisme, et puis après, ils peuvent aller prendre des postes de consultants super bien payés dans ces boîtes-là. Donc, on ne peut rien attendre de ces gens-là, et je ne pense pas qu'on puisse réformer ce système. C'est pour ça que moi, je suis révolutionnaire, en fait. Ce système, il s'auto-entretient, et c'est tellement en vase clos que je ne pense pas qu'on puisse attendre qu'une bonne personne arrive et prenne les bonnes décisions, et je ne pense pas qu'on puisse non plus passer des lois qui modifient sa façon de fonctionner. D'accord. Et on a d'autant plus, d'autant plus de problèmes avec le climat. On doit lutter contre les marchands de doute, quoi, les dealers of doubt. Et il se trouve que j'ai lu ce livre et que ça m'a très impressionné. On voit comment se fabrique, quand une vérité émerge, il y a tout un lobbying et de la corruption, quoi, et de la compromission qui s'installe. Tu peux expliquer un peu qui sont ces marchands de doute ? En gros, c'est quand il y a un problème sanitaire qui émerge, il faudrait que les gouvernements prennent des décisions pour mettre fin à ce problème. Ces décisions rentrent en conflit avec les profits des personnes qui vendent les produits, et du coup, il y a tout un tas de scientifiques qui sont au service achetés en gros par ces entreprises, qui vont aller dans les émissions télé pour semer le doute en gros sur la réalité de ce problème sanitaire. Et c'est la même chose qui se passait avec le lien entre tabac et cancer à l'époque. Et donc du coup, voilà, on a les mêmes scientifiques maintenant qui vont dire que le dérèglement climatique, on n'est pas sûr que c'est vrai, puis on n'est pas sûr que c'est dû à l'activité humaine, etc. Non, mais ce qui était frappant dans l'émission de Pascal Praud, là, c'était frappant de voir l'ignorance, la bêtise, l'arrogance de ces gens-là, quoi. Et ça, c'est un peu le travail des dealers of doubt, quoi. C'est vraiment... Et c'est un livre de... Comment s'appelle-t-elle ? Naomi Oreskes, quoi. C'est une professeure... C'est une Américaine, quoi. Oui. Qui raconte d'une manière assez implacable comment ces gens-là opèrent, quoi. Alors, il y a un truc qui est vachement bien dans ton livre. Donc, le livre est en 3 parties, quoi. La 3e partie, c'est les solutions. La 2e, tu l'as appelée, vous reprendrez bien un peu de cynisme. La 2e ressemble un peu à la première. Il n'y a pas vraiment t'as chapitré, mais il n'y a pas vraiment une petite machine. Et là, tu aurais pu les mettre ensemble. Non, il y a une différence entre les 2 parties. Pour moi, la première, c'est plus pour bien placé dans le contexte et pour préparer à comprendre ce que j'explique dans la 2e partie, c'est-à-dire d'où tout ça vient et pourquoi c'est ancré depuis longtemps et pourquoi des petites actions rapides d'aujourd'hui ne vont pas détricoter tout ça par magie. Et alors, tu parles un peu comme Mélenchon d'ailleurs, parce que tu dis... Ouais, non, parce que Mélenchon, il dit toujours les gens. Tu sais, les gens, vous devez savoir que... Et toi, tu dis, à plusieurs reprises...
Ouais, cher Jean. Ouais. Cher Jean, c'est pour vous dire que vous pouvez continuer à acheter tous nos trucs, sans vous inquiéter, car on a une super solution pour la planète. Ça s'appelle le recyclage. Ouais. Et tu dis, alors ayez confiance et donnez-nous vos sous. Signé les capitalistes. Et après, les capitalistes, tu t'en fais plein de courriers. C'est par des petites trouvailles comme ça. Et là, tu reprends la même chose et puis tu parles du crédit carbone. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Et puis en même temps, c'est très sensé, quoi. Ouais. Non ? Ouais, puis c'est un mi-grinçant, mi-léger, quoi. Mais j'essaye toujours de prendre un peu ce mode narratif parce que sinon, c'est quand même hyper lourd à lire. C'est ça, comme ouais, sujet. On a du mal à... Tu vois, les traités du GIEC et tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. Et toi, tu y parviens. Et alors, moi, tu m'as alerté, je le savais, mais tu peux expliquer le scandale des métaux rares et si on continue avec ces métaux rares, qu'est-ce qui va nous arriver ? En fait, c'est quelque chose qui est défendu par, entre autres, par le capital. Enfin, l'idée du capitalisme vert, c'est que on peut soutenir notre rythme de consommation et de production, surtout actuel, parce que on va réussir, grâce à la science, grâce aux énergies renouvelables, à sortir du fossile et puis se tourner vers le solaire, etc. Alors, bien sûr qu'il faut faire ça, se tourner vers le renouvelable, mais par contre, en gardant notre mode de production actuel, ça, c'est pas possible parce que produire ces éoliennes et les centrales solaires, c'est polluant. En fait, il faut aller chercher donc des métaux, parfois rares, parfois pas, mais il faut aller quand même creuser pour les chercher. Et puis, il faut les transporter et il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour les produire. Donc, du coup, ça implique avant même de commencer à produire tout ça, de revoir complètement nos modes de production et de consommation. Ça veut dire se débarrasser de l'obsolescence programmée, arrêter avec les effets de mode, etc. Mais alors, il y a un sujet que tu éludes un petit peu, c'est le nucléaire, parce qu'on peut se dire, le nucléaire, c'est quand même une énergie propre, quoi. Ouais. Alors, j'ai eu pas mal de remarques là-dessus. Pour moi, ça peut se discuter. Voilà. Le problème avec le nucléaire, c'est que c'est pas propre, parce qu'il faut aller extraire l'uranium et le trimballer. C'est moins que le fossile, ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est quand même émetteur de CO2. Tu es plutôt pro-nucléaire ou je voudrais pas... J'ai pas de... je suis pas pro-nucléaire, non. Je pense qu'il faut sortir du nucléaire, mais j'ai pas d'approche morale par rapport à ça. Je pense pas que c'est le mal ou que la technologie c'est le mal ou que... Voilà. Par contre, il y a des déchets dont on sait pas quoi faire, qui sont coûteux. Enfin, il faut aller les enfouir quelque part. Si à un moment on sait plus où les enfouir, il y a des risques de retomber dessus par hasard. L'uranium, c'est quand même des gens qui vont aller extraire ça dans des conditions pas forcément faciles. Et puis surtout, le nucléaire, c'est une énergie centralisée, contrairement au renouvelable qui est une énergie décentralisée. Et donc du coup, ce que moi je lis un peu, je suis pas ingénieur dans ces domaines-là, donc ce que je lis, c'est que c'est difficile de mettre les deux en parallèle en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Mais pour moi, ça se discute plus que la question du fossile. Mais est-ce que tu connais le thorium ? Les centrales à sel fondu, non, l'atome vert, etc. Il existe avec Areva en France. Aujourd'hui, les pays scandinaves comme la Norvège, le Japon et la Chine développent des centrales à sel fondu, c'est-à-dire avec des déchets nucléaires qui ont 80, on peut les éliminer en 80 ans ou un siècle. Et s'il y a une explosion nucléaire, ça s'appelle le sel se fige, donc c'est beaucoup moins dangereux, quoi. Et c'est pour un certain nombre il y a beaucoup d'investisseurs qui Warren Buffett par exemple, il a mis beaucoup d'argent là-dedans. Enfin, et les Chinois développent les premières centrales à sel fondu. Je connais ça assez bien parce que j'ai produit dans ma vie avant le média, j'ai produit un film qui s'appelle La face gâchée du nucléaire, réalisé par Myriam Tonello-Thon et 90 000 gâchés. Ouais. Parce que et quand je lisais ton bouquin, je pensais à ça et je me dis qu'il y a des solutions. Alors, quand le film est sorti, on s'est pris les écolos purs et durs qui connaissaient pas vraiment bien ça. Dès qu'on dit nucléaire, on s'en prend. Donc c'est bien que tu en parles assez librement. En gros, tu dis c'est moins pire que l'énergie fossile pour la planète, quoi. Même si dans l'immédiat, en tout cas. Dans l'immédiat. Ouais, c'est ça. De toute manière, on va tous mourir. Hein. Moi, je pense pas forcément, mais il va falloir se bouger un peu. Ah oui, ça c'est sûr, on va tous mourir, mais un jour. Et donc, t'en viens, en fait, t'en arrives très vite à la réflexion politique, quoi. Tu dis, le problème, c'est le capitalisme. Donc ça sous-entend que toi, tu dis que tu es anticapitaliste. Donc tu crois à quoi ? Au communisme ? Ouais, plutôt société communiste basée sur... Et t'as vu ce que ça a donné, quand même ?
Oui, bah oui, mais ça, c'est pas le communisme. Une société vraiment communiste, sans dérives, enfin, sans les dérives qu'on a connues, donc, qui, en gros, définit les besoins de façon démocratique et qui adapte la production à ses besoins. Donc, plutôt tournée sur la valeur humaine et pas marchande des choses. Et alors, quand on en arrive aux solutions, c'est là où... Enfin, déjà avec tes courbes, on voit bien qu'on va vraiment à la catastrophe, quoi. Tu peux résumer un peu tout ce qui va nous arriver dans 10 ans, si ça continue comme ça ? Alors, en gros, là, on en est à 1,1 degré de réchauffement, donc depuis le début de l'ère industrielle. Et là, si on ne fait rien, on va arriver vers... ce que j'ai lu dernièrement, c'est plutôt du 5 degrés. Donc 5 degrés, c'est en gros une planète étuve sur laquelle il sera quasiment impossible de vivre. Voilà. Et donc ce qu'il faut faire, c'est, d'après le GIEC, c'est se limiter à 1,5 degré de réchauffement. À quelle échéance les 5 degrés ? D'ici 2100. C'est d'après ce que j'ai lu dernièrement, quoi. Voilà. Donc c'est des données plus récentes qu'au moment, ça bouge très vite en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les scénarios sont plus pessimistes à chaque fois que ce qu'on avait prévu avant, et en plus l'échéance est toujours plus proche. Donc du coup là, ce qui va se passer si on fait rien, c'est que en gros, il y aura des sécheresses, des sécheresses qui seront tellement violentes, tellement fortes et tellement longues qu'il n'y a plus rien qui pourra repousser derrière. C'est-à-dire que voilà, il y aura plus de vert après le jaune tout sec, quoi. Et en fait, on va tomber dans un système d'engrenage qui est que, par exemple, les océans, avec la fonte des glaces, avec le réchauffement et tout ça, vont s'acidifier, ce qui fait que ils absorberont moins de CO2 et du coup, ça va encore plus se réchauffer et du coup, ils vont encore plus s'acidifier. C'est des systèmes d'engrenage comme ça qui font que même si on arrête d'émettre une fois que cet engrenage se sera mis en route, ça sera trop tard. En fait, nous, on n'aura plus aucune prise sur les choses. Et c'est pareil pour les glaciers, en fait, puisque les glaciers, eux, ils fondent de plus en plus à cause de la chaleur et du coup, ils vont rejoindre les océans et du coup, voilà, c'est pareil pour les végétaux. Les végétaux, eux, en fait, avec les sécheresses, ils disparaissent. Du coup, ils absorbent moins de CO2. Du coup, il fait encore plus chaud. Du coup, voilà. Et donc, on va arriver à ce qu'ils appellent l'effet boule de neige, c'est-à-dire que, en gros, il y a un moment où ça sera irréversible et ça sera trop tard. Donc, du coup, pour que ça soit pas trop tard, il faut agir vite, sortir du fossile, puisque c'est l'extraction et la combustion des énergies fossiles qui fait que il y a beaucoup de CO2 et que du coup, il y a ce dérèglement climatique. Et ce que dit le GIEC, et donc le GIEC, c'est pas des révolutionnaires, hein. Ce que dit le GIEC, c'est qu'il faut diminuer nos émissions nettes, c'est-à-dire ce qui est émis plus ce qui est absorbé, enfin moins ce qui est absorbé, d'ici 2030 de moitié, et puis arriver à un zéro. C'est-à-dire à l'équilibre, c'est autant d'émissions que d'absorption en 2050. Donc en fait, c'est vertigineux comme défi, techniquement c'est faisable, mais politiquement, parce que sortir du fossile, c'est sortir du premier pôle de capitalisation financière au monde, c'est 25% du PIB, et ça veut dire marcher sur les pieds des capitalistes qui investissent dans ces domaines-là. Et ça... Qui sont généralement américains, pour la plupart, enfin les boîtes pétrole, il y a Total aussi en France, mais il y a aussi surtout... avec Trump et avec les Américains, c'est quasi impossible de les faire changer. Je pense qu'on ne peut pas les faire changer, en effet, c'est pour ça donc, que... on va inéluctablement vers cette Moi, échéance. je ne pense pas, parce que en fait, et c'est d'accord, Andreas Malm en parle dans son livre, c'est que il nous faut clairement un soulèvement massif populaire qui sera probablement pas déclenché par la situation climatique actuelle, puisque là on voit un peu ce qui va se passer, mais on n'est pas encore vraiment les pieds dans l'eau, on va dire. Mais bon, dans la situation climatique s'aggravant, il va y avoir des conséquences, et du coup la probabilité d'un soulèvement massif à ce moment-là, elle devient de plus en plus élevée, et du coup l'idée c'est faire quelque chose de constructif de ce soulèvement, parce que ça peut partir dans tous les sens en fait. Quand un truc se passe comme ça, une étincelle, ça peut se tourner vers des choses négatives comme des choses positives. Donc pour moi, le travail qu'on a à faire, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est pas trier à fond les emballages, c'est pas forcément faire des gestes écolos tout de suite, c'est commencer à construire la base d'un mouvement politique qui ira dans le bon sens au moment où ce soulèvement va arriver. Mais on a Europe Écologie Les Verts, là, ils viennent de faire 13%. Mais c'est pas... Finalement, tant mieux, parce que ça veut dire que les gens se soucient de ça. Donc tant mieux qu'ils aient des voix. Par contre, le parti en lui-même, il est capitaliste. En plus, il y a des anti-vaccins dedans, donc si on avait besoin d'un problème en plus, il y a deux candidats anti-vaccins dans la liste. Ah oui. Ouais, et donc du coup, on n'a peut-être pas besoin du retour de la rougeole ou de la tuberculose et tout ça. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, Europe Écologie Les Verts va vraisemblablement voter avec La République En Marche, créer cette nouvelle majorité au Parlement. Donc ils ont, même Nicolas Hulot,
à un moment donné, il avait compris que le problème, c'était le capitalisme. Il avait fait un film qui n'a pas très bien marché, mais qui l'expliquait, quoi. Et c'est vrai, quand on réfléchit, on en arrive aux mêmes conclusions que toi. C'est presque, comment dire, c'est presque pas politique, c'est pas militant ce que tu dis, c'est simplement du raisonnement, quoi. Après, le développement que tu fais d'arriver au communisme et tout ça, je te suis pas, j'en sais rien, moi j'ai pas de solution non plus, je réfléchis simplement et je me dis que là les 13%, c'est quand même le signe qu'il y a une prise de conscience, quoi. Mais ils sont quand même en minorité, y compris en France et en Europe, quoi. L'écologie politique, anticapitaliste, etc., elle n'est pas Europe Écologie Les Verts, a priori. Pour moi, elle n'est même pas dans les mouvements forcément intrinsèquement écologiques, en fait, puisque pour moi, il faut renverser le capitalisme. Donc, du coup, il faut être gilet jaune. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, moi, je place beaucoup d'espoir dans ce mouvement. C'est ça, c'est un soulèvement massif, soudain, populaire. Et c'est pas... Souvent, les gens ils disent que comme c'est un mouvement pour le pouvoir d'achat, c'est un mouvement qui n'est pas écolo. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que ce qu'ils demandent, c'est pas acheter un tas de trucs inutiles. Ce qu'ils demandent, c'est juste une dignité, une égalité des revenus, etc. Et donc ça, pour moi, c'est un mouvement qui ébranle le capitalisme. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on s'en prend plein la tronche en manif, parce que les capitalistes ont peur. Tu vas aux manifs, toi, les samedis? Ouais, enfin, je les fais pas toutes, mais oui, j'y vais. J'ai beaucoup souffert le 1er mai aussi, quand j'étais près de l'hôpital, là, quand il y a eu la violente attaque. C'est très, très violent. La police est très, très violente, parce que ce mouvement des Gilets jaunes, il fait peur aux capitalistes, il fait peur au gouvernement, et que du coup, pour moi, c'est le début de quelque chose, le début d'un renversement, d'un changement de système qu'il faut accompagner. C'est marrant parce que en t'invitant, je pensais que on n'allait pas parler des Gilets jaunes, parce qu'on me dit tout le temps que pas tous, mais beaucoup disent oui, mais tu parles trop des Gilets jaunes, alors que moi je pense comme toi, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui nous redonne de l'espoir et un peu d'honneur, quoi. Et que malheureusement en ce moment, quand tu regardes les commentaires, je ne sais pas si tu as un peu regardé les commentaires politiques ou les commentaires dans les grands médias, ils font comme si ce mouvement était, c'est comme si Macron avait gagné, comme si le mouvement était éteint, etc. Alors que le mouvement est loin d'être éteint, quoi. Non, il n'est pas éteint, puis c'est incroyable. Enfin, ça fait plus de 6 mois qu'ils sont là tous les samedis, et puis même sur les ronds-points et tout. C'est un mouvement qui s'arrêtera jamais. Et qui est profondément écologique, finalement. Moi, qu'un potentiel écologique. C'est-à-dire que c'est pas, l'objectif n'est pas forcément écologique. L'objectif, c'est la justice sociale. Mais l'objectif de l'écologie aussi, c'est la justice sociale, finalement. C'est qu'il n'y ait pas les plus faibles qui meurent parce que les plus riches, ils ont pris des décisions pourries. Donc, du coup, pour moi, on a vraiment... c'est les mêmes objectifs. Hein. Et aux médias, on s'associe il y a une grosse manif qui se prépare le 22 juin. Donc, où les artistes ou les auteurs qui sont dans le collectif, nous ne sommes pas dupes, les Yellow Submarine s'associent aux Gilets jaunes, et c'est une manif en hommage aux victimes, aux éclopés, aux gens qui ont perdu un œil, un bras, etc., qui seront présents à cette manif. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde, et on y participe, nous en tout cas, on est engagés à leur côté, quoi. Emma, merci beaucoup. C'est un petit livre, mais qui dit des choses importantes et qui est vraiment bien foutu, quoi. Je vous invite tous à le lire. Ça s'appelle « Un autre regard sur le climat » par Emma, dont je n'ai pas le droit de dire le nom. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.